Donc, comme j'ai pu dire donc, précédemment, ce qui va être important, c'est de savoir construire de nouveaux anneaux à partir d'anneaux connus. Ça, c'est vraiment important. On va avoir essentiellement trois moyens de construire de nouveaux anneaux. Le moyen plus simple, on va voir tout de suite, c'est de considérer des sous-anneaux d'un anneau donné. On va pouvoir définir ce que c'est un sous-anneau et construire dans des anneaux qu'on connaît des sous-anneaux. L'autre moyen, ça va être donc les anneaux quotients qui permettent de construire encore d'autres anneaux qu'on ne peut souvent pas obtenir en considérant des sous-anneaux de quelque chose qu'on connaît déjà. Ou alors la localisation qui consiste à inverser des éléments qui ne sont peut-être pas forcément inversibles. On verra ça plus tard. Ça, c'est les trois moyens importants pour nous de construction de nouveaux anneaux. Donc on va commencer par les sous-anneaux. Donc c'est le paragraphe 2. Paragraphe 1, c'était donc la définition des anneaux et des morphismes d'anneaux. Maintenant, paragraphe 2, sous-anneaux. Alors, on peut tout de suite commencer par une définition un peu ad hoc, mais je préfère la donner comme ça, parce que là, on voit qu'il y a très peu de choses à vérifier pour avoir un sous-anneau d'un anneau donné. Donc, on part du principe que A est un anneau, donc comme d'habitude, muni de deux lois, notées plus et point, soit A un anneau. Un sous-ensemble B de A est un sous-anneau de A. Si les choses suivantes sont vraies, donc on veut que B soit stable pour toutes les opérations qu'on a au niveau de A. En fait, on a trois opérations, peut-être sans le voir clairement. On a trois. On veut que pour tout B dans B, on veut que B plus B' soit dans B. On veut que B fois B' soit dans B. Mais aussi, on a l'opposé d'un élément. Donc, on veut aussi que moins B, l'opposé d'un élément de B, soit encore dans B. Donc, quelque part, on veut que B soit stable pour les opérations. Un anneau, ça vient avec deux opérations, deux lois de composition interne binaires qui prennent deux arguments. C'est la somme et la multiplication. Mais il y a aussi une opération qui vient gratuitement avec, c'est une opération unaire qui prend juste un élément comme argument et qui associe à un élément son opposé. On veut que B soit stable par ça. Ça, c'est des choses que normalement vous avez déjà vues en théorie de groupe. Cette condition et cette condition-là, c'est des conditions pour avoir un sous-groupe. Bon, il faut aussi que ce soit non vide, et il faut aussi que l'élément neutre y appartient, mais on y arrive. Pour la théorie d'anneau, en fait, pour la théorie de groupe, il suffit de demander en plus que B soit non vide. Ici, on veut de toute façon, on veut que l'élément neutre multiplicatif de A, 1A, appartient à B. Vraiment, c'est la définition d'un sous-anneau unitaire de A. On veut en plus qu'il soit unitaire. J'ai dit, ce cours porte surtout sur des anneaux unitaires, voire commutatifs. Là encore, ça apparaît justement à ce point-là qu'on est vraiment, on a en tête des anneaux unitaires. Voilà. C'est une définition un peu ad hoc. On peut se dire, oui, pourquoi on appelle ça un sous-anneau? En fait, la justification de la définition, donc cette définition où la terminologie est justifiée par le fait suivant. Donc soit B un sous-anneau de A dans ce sens-là, dans le sens qu'on vient de définir.
quelqu'un qui dit sous-anneau, il entend que ça doit être en particulier, ça doit être un anneau. Donc il faut vérifier. Si on veut avoir une terminologie raisonnable, il faudrait vérifier qu'un sous-anneau est en particulier un anneau. Sinon, ça serait malhonnête de l'appeler sous-anneau si ce n'est pas un anneau. Comment peut-on voir un sous-ensemble d'un anneau A qui vérifie ces conditions? Comment peut-on le voir comme un anneau? Donc j'ai un ensemble B. B est donc un sous-ensemble de A. C'est ma notation pour l'inclusion, c'est l'inclusion habituelle avec un petit trait dessous pour dire que ça pourrait ici être une égalité. J'aime bien cette notation-là, donc j'espère que ça ne va pas vous embrouiller. Ça veut dire que B est un sous-ensemble de A. Oui? Sous-anneau, oui. Donc en particulier, c'est un sous-ensemble. D'accord? Donc c'est un ensemble, et pour avoir un anneau, il faut deux lois. Qu'est-ce que je vais faire? Grâce à cette propriété, je peux restreindre l'addition et la multiplication à B, et voir ça comme loi de composition interne sur B. On définit plus sur B, si vous voulez qu'on insiste dessus, en disant B et B', je l'envoie sur B plus B', où ce plus-là, c'est le plus de A. Mais c'est un élément de B', ça appartient à B, parce que le SA1, la condition SA1 est satisfaite. Notamment, cette condition-là est satisfaite. Car SA1. Oui, j'ai une addition. Et on définit la multiplication sur B en disant, j'envoie B' sur B multiplication dans A, B'. Et ça aussi, c'est dans B, car la condition SA1 est satisfaite. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir me demander si B est un anneau. Grâce à ces deux conditions-là, je peux munir B de deux lois de composition interne. C'est pour ça que ces deux conditions sont importantes, que ces deux conditions-là sont importantes, parce que ça permet déjà de considérer B comme ensemble avec deux lois de composition interne. Donc, vérifions que B est un anneau par rapport à ces deux lois. Il faut vérifier l'associativité. Mais en fait, j'ai défini ces lois par restriction. Donc l'associativité est déjà vraie dans A, donc elle est forcément vraie dans B, que ce soit l'associativité de l'addition ou de la multiplication. Après, il faut un élément neutre additif. Vous voyez, l'astuce maintenant, c'est parce qu'on voulait un peu de conditions minimalistes. L'astuce, c'est de dire B n'est pas vide. Je peux prendre cet élément-là, j'ai son opposé, je prends la somme, et donc j'ai 0. 0 de A est dedans. Vous voyez? J'ai aussi l'élément neutre de A appartient à B. Alors, j'ai écrit 1 de B, non, ça c'est n'importe quoi. 0 de A, c'est 1 de A plus l'opposé de A. Celui-là est dans B, celui-là est dans B, et donc celui-là est dans B. Celui-là est dans B à cause de la deuxième condition. Celui-là est dans B parce que c'est l'opposé, donc c'est la condition 1, c'est celui-là. Et la somme est dedans parce que B est stable pour l'addition. Donc l'élément neutre de A appartient à B. Et comme il est déjà neutre pour l'addition sur A, il est en particulier neutre pour l'addition dans B. Et neutre additivement.
dans B. D'accord? Ça c'est clair. Tout le point, c'est de démontrer que B contient l'élément neutre additif. Oui? Qui peut pas être B, Non? plus dans B et le point dans B. C'est Oui. les lois qui sont dans A, mais restreintes à... Voilà, c'est ça, pas exactement. d'autres lois, d'accord. C'est la loi. Si on sait additionner dans Z, je peux par exemple considérer tous les nombres pairs. Comme je sais que l'addition, la somme de nombres pairs est encore pair et la multiplication de nombres pairs est encore pair, vous voyez, j'ai un sous-ensemble qui vient avec une addition et une multiplication par restriction. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez tout à fait raison, c'est ça. Donc on a ensuite l'associativité pour les deux lois, l'élément neutre. L'opposé, l'élément neutre, c'est le même élément neutre. Hein. Donc on a l'élément neutre de B, additif, c'est aussi l'élément neutre de A. Donc les opposés dans A sont aussi les opposés dans B. Donc si pour un petit B dans B, je prends moins B, mais c'est l'opposé de B dans A, dans la structure A. Il est aussi l'opposé de B dans B parce qu'on a le même élément neutre. Il y a une petite subtilité parce que l'opposé dépend de l'élément neutre là. Bon, je ne vais peut-être pas écrire ça. Donc on a des opposés. Après, les deux lois sont commutatives parce qu'elles sont déjà sur A. Elles sont distributives parce qu'elles sont déjà sur A. Et on a un élément neutre unitaire parce que justement, un A appartient à B. Donc on a l'élément neutre multiplicatif de B, c'est l'élément neutre multiplicatif de A. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La commutativité, je l'avais déjà dit, hein, les deux lois sont commutatives, donc on a bien un anneau unitaire commutatif, c'est-à-dire un anneau. Hein, c'est donc B est bien un anneau. Bon, je vais un peu vite parce que, bon, c'est des petites vérifications que je vous laisse. Ouais, en tout cas, la terminologie sous-anneau est justifiée parce qu'un sous-anneau est en particulier un anneau. En restreignant la loi, ça va être des lois de composition interne sur le sous-ensemble en question, et pour ces lois-là, l'ensemble en question est un anneau. Bon, quelques exemples. Bien sûr, Z, c'est un sous-ensemble de Q, hein, parce qu'après, quand on construit les nombres rationnels, on identifie les entiers relatifs avec leurs images dans l'ensemble des nombres rationnels. Hein. Donc on peut considérer Z comme un sous-ensemble de Q, hein, est un sous-anneau. Bon, on peut vérifier la condition, hein, c'est clair. Hein, si vous avez deux entiers relatifs que vous regardez comme nombres rationnels, leur somme comme nombre rationnel, ça reste un entier. Ou leur produit comme nombre rationnel, ça reste un entier. Ou l'opposé, le nombre entier comme nombre rationnel, reste un entier. Hein. Et l'élément neutre multiplicatif de Q est bien un entier, donc c'est parfaitement un sous-anneau. Et de même, Z dans R est un sous-anneau, Z dans C, Q dans R, Q dans C et R dans C. Tout ça, c'est des sous-anneaux, sont des sous-anneaux. Ça, c'est pas encore très intéressant, c'est des anneaux qu'on connaissait déjà. Regardons, là, il y a un anneau sympathique, c'est un sous-anneau, soit D, dans Q, l'ensemble des nombres décimaux. Le sous-ensemble des nombres décimaux.
donc de nombres rationnels qui ont une écriture décimale finie. Donc plus précisément, c'est des nombres rationnels qui deviennent entiers quand on multiplie par une puissance suffisamment élevée de 10. Autrement dit, c'est des nombres rationnels de la forme A sur 10 puissance n, où A est un entier relatif et n, c'est un entier naturel. Et voilà, ça, c'est le nombre décimaux. Vous avez dedans un demi est dedans, parce qu'il faut l'écrire comme 5 dixièmes. Hein. Mais un tiers n'est pas dedans. Si vous supposez qu'un tiers est de la forme A sur dizaine, vous allez... Hein, sinon, vous trouvez facilement une contradiction. Sinon, un tiers sera égal à A sur 10 puissance n. Donc vous multipliez par 10 puissance n et par 3. Vous avez 10 puissance n égale 3 fois A. Et le nombre premier de 3 diviserait 10 puissance n, donc aussi 10. Ce qui est absurde. Contradiction. Donc c'est un vrai sous-ensemble de Q. Hein. On peut écrire tous ces éléments comme ça, A sur 10 puissance n, où cette écriture n'est pas unique, bien sûr. Je peux multiplier numérateur et dénominateur par 10 et j'ai le même élément. Donc il faut faire attention. Hein, D, c'est le sous-ensemble de Q des éléments de la forme A sur 10 puissance n. Pour un certain A dans Z et un certain N dans N. Et on peut vérifier que c'est un sous-anneau. On va le faire. C'est un sous-anneau de Q. Alors, si vous avez A sur 10 puissance n, plus B, il faut montrer que le sous-ensemble est stable par addition. Donc je prends deux éléments, A sur 10 puissance n et B sur 10 puissance m. Alors, déjà, je suis un peu embêté, parce que des fractions, additionner des fractions, voilà, il faut quand même faire attention avec le dénominateur. Donc j'aurais voulu que ici n et m soient les mêmes. Ben, je peux toujours multiplier par, si n est plus petit par m, je peux toujours multiplier ici numérateur et dénominateur par une puissance de 10 pour en avoir la même dénominateur. Donc je peux les écrire sous la forme A' 10 puissance k plus B' 10 puissance k. Je peux toujours la mettre sous cette forme-là, n'est-ce pas? Quitte à remplacer A 10 puissance n par A fois 10 puissance, j'ai multiplié par k moins n, 10 puissance k moins n. 10 puissance n fois 10 puissance k moins n. Je prends k très grand, plus grand que m et n. Je ne cherche même pas à faire ça d'une manière économe. Hein, je peux remplacer a sur 10 puissance n par ça. Vous voyez, je fais que multiplier par la puissance de 10 pour avoir ici, comme dénominateur, la même puissance de 10. Et pareil pour b. Ça ne change pas le nombre rationnel. Ça ne change pas le nombre rationnel. C'est l'avantage que maintenant, je peux les additionner facilement, parce qu'il y a le même dénominateur. Et je vois que ça c'est dans D, parce que K c'est toujours un entier naturel, et A' plus B', si A' et B... Mais si A et B sont des entiers, ici, A' c'est A fois une puissance de 10, B une puissance de 10, A', B' sont des entiers, donc leur somme c'est un entier aussi.
Pour le produit, c'est plus simple. Le produit de fraction, c'est mieux fait, hein, la fraction du produit. Produit de fraction, c'est juste produit de numérateur et produit de dénominateur. Il n'y a pas de problème. On voit tout de suite que c'est dans D. Un produit de nombres deux entiers, A et B, c'est un entier. Et 10 puissance n plus m, c'est bien une puissance positive ou nulle de 10. Hein, positive de 10, donc ça va. Et l'opposé d'un élément de la forme A sur 10 puissance n, c'est bien sûr l'opposé de A sur 10 puissance n. On est obligé de mettre le signe en haut, parce que sinon, ça ne va pas de la forme A sur 10 puissance n. Je pourrais mettre le signe en bas, mais ça ne serait pas un nombre de cette forme-là. Donc je l'écris comme ça. Et comme l'opposé d'un nombre entier, c'est encore un nombre entier, je vois bien que D satisfait la condition SA1. La première condition pour être un sous-anneau. Après, il faut que l'élément neutre multiplicatif de Q y appartienne. Mais évidemment, le nombre 1, c'est un nombre décimal, parce que c'est 1 sur 10 puissance 0. Donc il appartient à D. Donc D est bien un sous-anneau. De Q. Et donc en particulier, c'est un anneau, c'est un nouvel anneau. Maintenant, on peut faire abstraction des nombres rationnels, et on peut dire, on oublie maintenant les nombres rationnels, et on considère l'ensemble D de ces nombres-là comme un anneau. C'est ça l'avantage, vous voyez, on peut, comme ça, construire de nouveaux anneaux. D'accord ? Et ça s'appelle donc l'anneau des nombres décimaux. D est donc un anneau en particulier. C'est donc en particulier un anneau. C'est l'anneau des nombres décimaux. On peut créer plein de sous-anneaux de Q comme ça, hein, et on en verra d'autres. Bon, là, c'est une construction un peu ad hoc. J'ai pris des formes, des éléments dans Q d'une forme très particulière et j'ai eu un peu de chance, ça a marché. Hein. Si on fait un peu n'importe quoi, le sous-ensemble ne va pas être un anneau. Alors, il y a une construction très générale qui s'appuie sur l'intersection d'anneaux, de sous-anneaux. Dans un anneau, si vous avez deux sous-anneaux, leur intersection va être encore un sous-anneau. Et ça va être vrai dans un sens très général. Ce n'est pas seulement vrai pour une intersection de sous-anneaux, mais c'est vrai pour une intersection quelconque, finie ou pas, de sous-anneaux. Il faut peut-être que je rappelle, parce qu'il va y avoir un peu de notation. Il faut faire un petit rappel sur les intersections quelconques. Donc, soit E un ensemble. Et C ronde un ensemble de sous-ensembles de E. C'est-à-dire, C ronde, c'est simplement un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les parties de E. Si vous voulez, vous pouvez les numéroter. Dans ce cas-là, ça devient une famille de sous-ensembles de E. Mais on n'a pas besoin de ça. Numéroter, ça sous-entend peut-être que c'est une collection finie de sous-ensembles de E, mais je ne veux pas que ce soit particulièrement fini, on s'en fiche. J'imagine juste une famille énorme de sous-ensembles de E que je ne vais pas forcément numéroter.
Mais si si vous y tenez, vous pouvez très bien écrire, vous pouvez écrire C, c'est là. On pourrait, peut-être mieux, on pourrait écrire, par exemple, C, c'est l'ensemble de C indice I, où I parcourt un ensemble d'indices. Et chaque CI, c'est un sous-ensemble de E. Si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Je considère juste C ronde, c'est un ensemble de sous-ensembles de E. C'est-à-dire ces éléments sont des sous-ensembles de E. L'intersection de tous ces sous-ensembles, c'est l'intersection de ces rondes, c'est par définition, on écrit comme ça. Donc vous voyez, c'est notationnellement très simple. J'écris un grand symbole d'intersection. L'intersection de C, c'est par définition le sous-ensemble de E, donc c'est tous les X dans E, qui appartient à tous les membres de ces rondes. Et pour tous C dans ces rondes, vous avez X dans C. C'est l'intersection de C. Vous voyez, il faut peut-être un dessin. Ça, c'est la notion de théorie des ensembles qu'on ne voit pas forcément en licence. Mais maintenant, vous êtes prêts à voir ce genre de choses. Vous avez l'ensemble E. Mon feutre commence à fatiguer. Vous avez un grand ensemble E. Et vous avez dans E une collection de sous-ensembles. Donc ces rondes, c'est que vous avez plein de sous-ensembles. Et peut-être même un nombre infini. Oui, j'ai un C, j'ai un C', j'ai un sous-ensemble C seconde, etc. Donc ici, dans cet exemple, C ronde contient comme élément C, C', C seconde, etc. Ou si vous préférez, C ronde, c'est une collection, c'est une famille de sous-ensembles C indice I. C'est quoi l'intersection de cette famille de sous-ensembles de E? C'est un sous-ensemble de E, donc notons-le bien. Hein. On construit un sous-ensemble de E, c'est l'intersection de la famille. Cette intersection est constituée de tous des éléments de E qui appartiennent à tous les membres de la famille. Donc ici, dans le dessin, ce serait quelque chose comme ça. D'accord? Par exemple, si vous avez A et B, deux sous-ensembles de E, je peux prendre ces rondes, ça peut être l'ensemble de ces deux sous-ensembles. Et qu'est-ce que c'est que l'intersection de C? Dans ce cas-là, c'est l'ensemble de X dans E, c'est-à-dire que X appartient à A et à B. Et on retrouve l'intersection ordinaire, vous voyez. Mais si C contient plusieurs éléments, si C contient A1 jusqu'à AN, par exemple nombre fini, l'intersection de C, c'est A1, inter A2, inter, etc., jusqu'à AN. Mais l'avantage de cette notation-là, c'est que je ne me fais même pas de souci si c'est ronde et fini ou pas. Ça peut être une collection infinie de sous-ensembles de E. Je n'ai pas envie de la numéroter, parce qu'il faut donc du coup choisir une numérotation. Bon, on n'a pas envie de faire ça. D'ailleurs, il n'y a pas besoin. Mais si vous préférez, vous pouvez très bien considérer que la famille est numérotée, indexée par un ensemble d'indices. On peut toujours le faire. En tout cas, si j'ai un ensemble, si j'ai une collection de sous-ensembles de E, j'ai l'intersection de tous ces éléments-là, tous ces membres-là. Et ça va être utile. Il y a donc un lemme qui dit que soit A un anneau,
et C ronde une collection, j'ai envie de dire une collection, donc c'est un ensemble de sous-anneaux de A. Une collection, c'est vraiment un ensemble de sous-anneaux de A. Alors l'intersection de C ronde est encore un sous-anneau de A. On peut peut-être faire la démonstration, mais c'est très, très simple. Il faut montrer que cette intersection est fermée pour addition. Donc je prends B et B' dans cette intersection et on montre que dans un premier temps, B plus B' y appartient encore. Comment démontrer que la somme appartient à l'intersection? Il faut démontrer que B plus B' appartient à tous les membres, tous les sous-anneaux dans ces rondes. Donc je prends un sous-anneau B dans ces rondes. Je dois démontrer que B plus B' y appartient. D'accord? Pour démontrer que B plus B', pour démontrer qu'un élément appartient à l'intersection de C, il faut démontrer qu'il appartient à tous les éléments, tous les membres de ces rondes. Donc comment ça se démontre? Dans ce cas-là, je prends un élément quelconque, un membre quelconque, un sous-anneau quelconque de ces rondes, et je vais démontrer que B plus B' y appartient. On doit montrer que B plus B' y appartient, et ça suffit. Si je fais ça pour tous les éléments B de C, j'aurai démontré que B plus B' appartient à l'intersection de C. Or, B et B' appartient à l'intersection de C, et comme B est un membre de C, l'intersection de C, bien sûr, c'est un sous-ensemble de B. Parce que je prends l'intersection de tous les sous-anneaux qui appartiennent à C. Et l'un de ces sous-anneaux, c'est le sous-anneau B. Oui, ça c'est forcément contenu dans B. D'accord? Comme ici. Cette intersection est contenue dans C. Elle est contenue dans C', elle est contenue dans C secondes. Donc B et B' appartiennent à B. Mais B est un sous-anneau. B étant sous-anneau, B plus B' appartient bien à B. Et comme ça, c'est vrai, quel que soit B, j'avais pris B quelconque ici, soit B quelconque. Ce n'était pas un élément particulier. Cet argument est valable pour tout B dans C. Du coup, B plus B' appartient bien à l'intersection de C. Et de même pour les autres, bien sûr. De même pour B fois B' dans l'intersection de C et moins B dans l'intersection de C. Je vous laisse formuler ça. Et pour l'élément neutre, comme 1 de A appartient à tout sous-anneau, donc appartient à B, quel que soit B dans C, par définition de l'intersection, 1 appartient à l'intersection. Donc la dernière condition est satisfaite aussi, et ça démontre le lemme. Donc en particulier, l'intersection de deux sous-anneaux est un sous-anneau, mais on a bien mieux. Par exemple, je peux considérer pour un sous-ensemble donné, donc la proposition ou la corollaire qui en suit, c'est que soit A un anneau et S un sous-ensemble de A. Alors il existe un plus petit sous-anneau de A contenant S. Il existe un plus petit sous-anneau
B de A contenant S. Qu'est-ce que ça veut dire plus petit? Plus petit, c'est pour l'inclusion. Donc plus précisément, premièrement, B est un sous-anneau de A et S est contenu dans B. Et deuxièmement, B est le plus petit parmi tous les sous-anneaux de A qui ont cette propriété. Donc si C dans A, sous-anneau, et S est dans C, alors B est dans C. Oui, c'est vraiment un élément minimal pour l'ordre partiel d'inclusion sur le sous-anneau de A. C'est ce qu'on entend par plus petit sous-anneau. C'est que si on en a un autre, alors il contient B déjà. Et la démonstration très facile, grâce au lemme précédent. Je n'ai qu'à faire ces rondes, la collection de tous les sous-anneaux de A qui contiennent C. Donc, je vais peut-être les appeler C. C dans A, C sous-anneau de A et S contenu dans C. Ça, c'est une collection de sous-anneaux de A. Donc, d'après le lemme précédent, son intersection est un sous-anneau. Donc, je l'appelle B, est un sous-anneau de A. Évidemment, comme tous les membres de ces rondes contiennent le sous-ensemble S, l'intersection aussi. Donc B est un sous-anneau contenant S, c'est-à-dire la première condition à vérifier. B est un sous-anneau et il contient S. Maintenant, il faut démontrer que c'est le plus petit. Si C dans A, sous-anneau, et S dans C, je vérifie la deuxième condition. Il faut démontrer que B est dans C. On montre que B est dans C. Comment on démontre ça? Si C est un sous-anneau qui contient C, C appartient à C ronde, non? Parce que C ronde, c'est la collection de tous les sous-anneaux de A qui contiennent S. Donc C est dans C ronde. Or, si C est dans C ronde, si C est dans C ronde, si C appartient à C ronde, l'intersection de C ronde est contenue dans C. Parce que C ronde, c'est l'intersection de tous ses membres. L'intersection de C ronde, c'est l'intersection de tous ses membres. Donc c'est un sous-ensemble de C. Et ça, c'était B. Vous voyez, automatiquement, B est le plus petit. Évidemment, ce n'est pas très explicite, on ne sait pas ce que c'est. Et maintenant, l'énoncé vient qui va dire explicitement, on va dire ce que c'est explicitement. Dans un cas concret qui nous intéresse. C'est ça l'inconvénient de cette proposition. C'est beau parce que ça démontre que de manière très générale, on peut construire des sous-anneaux, plein de sous-anneaux B de A, en choisissant un sous-ensemble. Par exemple, je prends le sous-ensemble vide. Ça me dit qu'un anneau contient un plus petit sous-anneau. On peut peut-être le dire, corollaire. En choisissant S égale vide, tout anneau contient un plus petit sous-anneau.
appelle ça parfois sous-anneau premier. On l'appelle le sous-anneau premier. Parce que c'est le premier, hein, c'est le plus petit, c'est le premier. Mais malheureusement, la proposition ne nous dit pas grand-chose de comment construire. On verra ça plus tard. Ça va être plus simple avec un peu plus de théorie. On peut le voir. Ou peut-être sur un exemple explicite, on peut... Par exemple, je prends z sur 4z croix z sur 6z. C'est un joli anneau fini, n'est-ce pas, avec 24 éléments. C'est l'ensemble de classe de A, classe de B. Là, c'est la classe modulo 4. Est-ce qu'il faut distinguer là? Là, c'est la classe modulo 4. Et là, c'est la classe modulo 6. C'est trop petit. Une barre ne suffit plus là, parce qu'on a de classe modulo 4 et de classe modulo 6. Où A et B sont dans Z. Et plus explicitement, vous avez donc la classe de A modulo 4 et la classe de B modulo 6, où A va de 0 à 3 et B va de 0 à 5. Si on ne veut pas avoir de répétition. Comme ça, on voit bien qu'il y a 24 éléments. Il y a 4 possibilités pour A, de 0 à 3, et il y a 6 possibilités pour B, de 0 à 5. Donc en tout, ça fait 24 éléments. Et l'addition, c'est addition coordonnée par coordonnée, donc modulo 4 pour la première et modulo 6 pour la deuxième. Et la multiplication, pareil. C'est un anneau, on a déjà vu, c'est un anneau produit. Donc il a un plus petit sous-anneau. Déterminons son sous-anneau premier. Bon, sous-anneau premier, la terminologie est un peu malheureuse parce que on parle aussi d'idéaux premiers. Ça n'a rien à voir avec les idéaux premiers, bien entendu. C'est comme ça. Donc vous voyez, la proposition précédente ne nous aide pas du tout. Je ne vais certainement pas, pour déterminer juste ce sous-anneau-là, je ne vais certainement pas déterminer d'abord tous les sous-anneaux de cet anneau. Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne vais certainement pas vérifier. Vous imaginez le nombre de sous-ensembles de cet ensemble à 24 éléments, c'est quand même 2 puissance 24. Cet ensemble a 2 puissance 24 sous-ensembles. Je ne vais pas, pour tous ces sous-ensembles, vérifier s'il est sous-anneau ou pas. C'est hors de question. Hein. Donc je vais le faire autrement. Je vais le faire par une petite ruse qu'on va généraliser plus tard. C'est dire, déjà, si B est un sous-anneau de A, donc A c'est ici Z sur 4Z croix Z sur 6Z, il contient l'élément neutre additif, mais aussi, par la deuxième condition de sous-anneau, l'élément neutre multiplicatif qui est 1, 1. Je ne mets plus les modulo 4 et modulo 6. Hein. Il est clair que la première coordonnée, il faut prendre modulo 4 et la deuxième coordonnée, modulo 6. Mais s'il contient ça, comme il va être fermé pour addition, donc aussi 1, 1, plus 1, 1, c'est-à-dire 2, 2. Après 3, 3, je rajoute encore 1. Il contient 4, 4. Mais attention, le premier c'est modulo 4, donc 4, 4 c'est aussi 0. 4. Il contient, je rajoute toujours un 1, je continue comme ça. Il contient 1, 5. Il contient 2, 6. Mais attention, 6 modulo 6 c'est 0, donc il contient celui-là.
je continue, je rajoute toujours un 1. Je suis en train de dire que voici, il contient l'élément neutre, il contient l'élément neutre plus lui-même, plus lui-même, plus lui-même, etc. Je suis en train de faire le sous-groupe engendré, vous avez compris. Je sais qu'un sous-anneau, est-ce que je l'ai dit? Je ne l'ai peut-être pas dit clairement. Si, je l'ai dit. C'est un sous-anneau en particulier, c'est un sous-groupe. Donc, si ce sous-anneau contient ces éléments-là, il doit comprendre le sous-groupe engendré par un 1. Donc, vous voyez, je rajoute encore un élément, je rajoute encore l'élément neutre, je vais avoir 3, 1. Je vais avoir 4, 2, qui est pareil que 0, 2. Je ne suis toujours pas retombé sur mes pieds. À un moment donné, il faut que ça boucle. Comme vous savez bien, je suis en train d'énumérer a priori une suite infinie dans un ensemble fini. Donc, à un moment donné, il faut que je retombe sur un élément que j'avais déjà vu. J'ai 1, 3. Après, j'ai 2, 4. Après, j'ai 3, 5. Et ensuite, j'ai 4, 6. Maintenant, j'ai de la chance. 4, 6, c'est 0, 0. Et je retombe sur mes pieds comme il se doit. Et maintenant, ça ne suffit pas, ça ne sert à rien de rajouter un 1 parce que je vais juste répéter les éléments. Donc B contient tous ces éléments-là. Donc normalement, il y en a 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celui-là, je l'avais déjà. Donc B contient ces 12 éléments de A. Et maintenant, vous pouvez vérifier que si j'en prends 2 et je fais leur somme, c'est encore dedans. Si je prends 2 et je prends leur produit, c'est encore dedans. Si je prends un élément et son opposé, ça appartient encore à cet élément-là. Et l'élément neutre multiplicatif est dedans. C'est avec ça que j'ai commencé. En fait, B est le sous-ensemble de ces 12 éléments de A. Donc, vous voyez, dans un exemple concret, on peut le déterminer comme ça, mais on va se fatiguer un peu. Donc, il faut vérifier. Là, je ne l'ai pas fait. Il faut vérifier que chaque fois quand vous prenez 12 éléments comme ça, si je les rajoute, par exemple 1, 5 plus 2, 6, ça fait quoi? Ça fait 3, 11. 11 modulo 6, ça fait 5. Donc il faut que 3, 5 y soit. Oui, 3, 5 il y a. Vous voyez? C'est comme ça maintenant qu'il faut vérifier. C'est fatigant, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen de le faire. Bon, pour l'addition, ça va, parce que vous savez que c'est un sous-groupe additif, donc on sait que c'est un sous-groupe. Mais pour la multiplication, il faut le vérifier, a priori. Donc ça, c'est le sous-anneau premier de A. A a 24 éléments et il contient un sous-anneau 12 éléments. Et du coup, c'est le seul sous-anneau parce qu'il est d'indice 2. Et il n'y a pas d'autres sous-groupes compris entre B et A. Mais bon, on ne va pas entrer dans plus de détails. Ça, c'était pour donner un exemple un peu explicite. Vous avez des questions? J'ai pas très compris la dernière phrase. En fait, B... Ah oui, j'ai oublié un mot. En fait, B est le sous-ensemble de ces 12 éléments de A. Donc, ce que je dis, c'est que B, ça contient tout ça. D'accord? B, ça ne contient pas uniquement tout ça, mais ça ne contient rien d'autre. D'accord? En fait, B est le sous-ensemble de ces 12 éléments. Et ça, voilà. Ça, je suis donc en train de dire que ces 12 éléments que vous voyez là, de A, constituent un sous-anneau de A. Et donc, c'est le plus petit sous-anneau de A. Parce que j'ai dit, si vous avez un sous-anneau B de A, il va contenir ça et ça. Donc, il va aussi contenir un 1 plus un 1. Et un 1 plus un 1 plus un 1, etc.
Une construction qui arrive très souvent, et qui va s'appuyer sur ce qu'on vient de voir, là, la proposition générale, c'est la construction d'un sous-anneau obtenu à partir d'un sous-anneau plus petit en adjoignant un élément. Donc ça se passe comme ça, soit A, un anneau, et supposons que B est déjà un sous-anneau. Soit S, un petit élément, S, un élément de A. Alors, le sous-anneau, définition, le sous-anneau de A obtenu à partir de B en adjoignant S, ça c'est la formule, hein. C'est la terminologie, c'est un sous-anneau obtenu en adjoignant, est le plus petit sous-anneau de A contenant B et S, donc contenant le sous-ensemble B union singleton S. Vous voyez, j'applique la proposition précédente qui dit que si vous avez un sous-ensemble grand S de nano, alors il existe un plus petit sous-anneau de A contenant cet ensemble grand S. Donc ici, je prends pour l'ensemble grand S, je prends B union S. Ça, c'est certainement pas un sous-anneau. Si j'ai un sous-anneau B et je rajoute juste un élément, vous voyez, ça ne va pas être un anneau. Alors la proposition va nous dire, notation. B crochet S. B crochet S, c'est le sous-anneau de A obtenu à partir de B en adjoignant un petit s. C'est une notation. La proposition, c'est la suivante, c'est que en fait, on a une écriture très explicite pour BS. En fait, c'est le sous-ensemble d'éléments de A tel qu'il existe, un entier naturel n, et des éléments B0 à Bn dans B, tels que A s'écrivent, peut-être que je vais écrire ça sans somme, A c'est B0 plus B1S plus B2S carré plus BNS puissance n. Vous voyez, c'est une espèce d'écriture polynomiale. Vous avez ici un polynôme en S à coefficient dans B. Tous les éléments de A qui s'écrivent sous une forme comme ça, une expression polynomiale en S et à coefficient dans B, sont dans BS, et réciproquement, tout élément de BS est de cette forme-là. Alors c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pour ça que j'ai commencé par plutôt un cadre général. Mais là, vous avez donc une description explicite éventuellement un nouveau sous-anneau. Comment ça se démontre, cette proposition? Démonstration. Mais on sait que BS, c'est le plus petit sous-anneau de A contenant B et S. Donc on n'a qu'à démontrer que celui-là aussi est le plus petit sous-anneau de A contenant B et S. Comme un plus petit élément dans un ensemble partiellement ordonné est unique, vous voyez, on a égalité. D'accord? On ne peut pas avoir deux plus petits éléments distincts, parce que si vous en avez deux, l'un est contenu dans l'autre et l'autre est contenu dans l'un, donc on a égalité. Donc on démontre que le second membre
le plus petit sous-anneau de A contenant B union S. Donc ça comprend deux choses. Il faut déjà démontrer que ce second membre, qu'on va peut-être appeler C, il faut démontrer que c'est un sous-anneau et qu'il contient S. S est dans C. S majuscule, c'est B union S. S est dans C, car non, B est dans C. Je n'ai qu'à prendre ici B0, vous voyez. Tout élément de B est dans C. Parce que si je prends n égale à 0, et je prends B0 n'importe quel élément de B, je vois que tout élément de B est dans C. Et S est dans C, parce que je prends B1 égale 1, tous les autres égale à 0, et j'ai S aussi dans C. Donc déjà, C contient S majuscule. Pourquoi est-il un anneau? Ça, c'est un petit calcul. Vous voyez, si je prends deux expressions comme ça, je prends leur somme, je peux faire la somme terme par terme. Je peux toujours me débrouiller en rajoutant des zéros, que les deux expressions ont la même longueur, et je fais la somme terme par terme, et je vois que deux éléments de cette forme, leur somme est encore de cette forme. Et pour le produit, vous avez la formule habituelle. Pour le produit de deux expressions polynomiales, c'est encore une expression polynomiale, donc on peut le démontrer. L'opposé, il suffit de remplacer les BI par leurs opposés pour avoir l'opposé, et donc on peut démontrer que, je laisse ça à titre d'exercice, C est un sous-anneau de A, donc vérifier. C'est un petit calcul facile à faire, mais quand même important. Et après, il faut démontrer que c'est le plus petit. Donc, soit D un autre sous-anneau de A contenant S majuscule. On doit démontrer que C est contenu dans D. On montre que C est contenu. C'est ça ce que ça veut dire que C est le plus petit. Je vais démontrer que c'est le plus petit sous-anneau de A contenant B et petit s. J'ai déjà démontré que C est un sous-anneau qui contient B et petit s. Maintenant, je vais démontrer que s'il y a un autre sous-anneau de A qui contient B et petit s, alors il contient C. Donc il faut démontrer que D contient tous ces éléments, mais c'est facile. Hein. Or, B est contenu dans D par hypothèse, et S est contenu dans D. Donc, donc si A est de la forme B0 plus B1, S plus B2, S carré plus Bn, S puissance n, je ne l'ai pas dit, S carré, bien sûr, c'est S fois S dans l'anneau. Hein. S puissance n, c'est S fois S fois S, n fois n facteur hein, dans l'anneau A. C'est une notation claire. Hein. Si A de cette forme-là, où n est un entier naturel et les BI sont dans B, mais si tous les BI sont dans B, donc ces BI sont dans B, donc ils sont aussi dans D, parce que D contient le sous-anneau B. B1, il est dans D, mais S aussi, il est dans D. B2 est dans D. Mais S carré, comme c'est S fois S, il est aussi dans D, D étant sous-anneau. Etc. Tout le monde est dans D. Tous les éléments que vous voyez sont dans D. Donc aussi leur produit, et donc aussi leur somme. Et A est dans D. Oui, on a démontré qu'un élément quelconque de C est dans D.
Et donc C est le plus petit sous-anneau de A contenant S majuscule. Et comme il ne peut pas y en avoir deux, comme c'est forcément unique, un plus petit élément dans un ensemble ordonné. Ici, l'ensemble ordonné, c'est l'ensemble de tous les anneaux de A contenant, tous les sous-anneaux de A contenant S majuscule. On en déduit, du coup, BS, qui était par définition le plus petit sous-anneau de A contenant B et S minuscule. Donc, du coup, on a bien égalité là. Donc ça, c'est une description explicite des sous-anneaux, vous voyez. Donc par exemple, vous avez peut-être déjà vu cette notation Z crochet I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Z est un sous-anneau de C. I, c'est l'une des racines carrées de moins 1. Dans C, vous voyez, j'applique la notation précédente. J'ai donc le droit d'écrire Z crochet I. C'est par définition le plus petit sous-anneau de C qui contient Z et I. Donc d'après la formule, c'est l'ensemble de nombres complexes, la forme, donc c'est A dans C, tel qu'il existe N dans N et B0 à Bn dans Z, tel que A égale B0 plus B1 I plus B2 I carré plus Bn I puissance n. Voilà, on peut simplifier. I2, c'est moins 1. Donc en fait, ici, j'ai B0 moins B2. I3, c'est moins I. Donc le B3 ici, ça va être moins B3I. Donc B1 moins B3, facteur de I. Oui, on peut en fait se débarrasser de toute la puissance supérieure de n. En fait, c'est aussi A dans C, tel que A est égal à B plus CI, pour B et C dans Z. D'accord? Parce que la puissance de I, en fait, c'est que plus ou moins 1 ou plus ou moins I. Donc je peux tout ramasser et écrire ça comme un nombre entier fois 1, plus un autre nombre entier fois I. Et ça, c'est la définition habituelle pour Z crochet I. Mais si vous donnez cette définition-là, il faut vérifier que c'est un sous-anneau. Tandis que pour nous, c'est automatique maintenant qu'on en a fait en général. Vous voyez, c'est un sous-anneau. Il n'y a plus rien à vérifier. Si vous avez vérifié la démonstration précédente, il n'y a plus rien à vérifier. Le travail est déjà fait. C'est un sous-anneau de C. C'est l'anneau de Gauss. Maintenant, on peut donner une quantité de sous-anneaux de ce style-là, vous voyez. Par exemple, on peut aussi faire Z racine de 2 dans R. Et en faisant même manip, on se rend compte que c'est A plus B racine de 2, où A et B sont dans Z. Ou encore Q racine cubique de 2 dans R. Là, c'est un peu plus compliqué parce que racine cubique de 2 au carré, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas racine carrée 2, ce n'est pas un entier, ce n'est pas un nombre rationnel. Donc là, vous voyez, la simplification va être un peu plus embêtante. On va avoir 3 termes ici. Ce n'est pas parce que c'est Q, mais j'aurais pu écrire la même chose pour Z. J'avais envie d'écrire ici un autre anneau, mais vous voyez, ici ça va être... Par contre, racine cubique de 2
au cube, ça va être égal à 2. Donc du coup, ça va être des nombres que je peux intégrer dans le premier terme. Donc, tout ça, c'est des sous-anneaux. Les sous-anneaux, là, c'est des sous-anneaux de R obtenus en adjoignant ce nombre algébrique. Mais vous pouvez aussi adjoindre le nombre pi. Et si vous savez, pi n'est pas algébrique, donc là, on ne peut pas raccourcir. Là, Zpi, en fait, c'est vraiment l'ensemble des nombres de la forme B0 plus B1 pi plus Bn pi puissance n, où les BI sont dans Z. Et n est un entier qui peut être très grand. Oui, donc on va avoir un sous-anneau énorme. Du coup, vous voyez, on peut considérer maintenant plein de nouveaux sous-anneaux grâce à cette construction d'adjonction, d'adjoindre un élément d'un anneau à un sous-anneau. À titre d'exercice, vous pouvez vérifier que l'anneau des décimaux est de ce style-là. Pour retomber sur nos pieds, l'exemple qu'on avait vu précédemment, en fait, D, vous pouvez le voir comme l'anneau Z où on adjoint 1 sur 10. Donc, vous pouvez regarder l'anneau obtenu de Z en adjoignant un dixième. Si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que c'est exactement l'anneau des décimaux. Et du coup, on peut faire des choses plus rigolotes. Par exemple, si Z, on peut adjoindre un demi. C'est des nombres décimaux dans un monde binaire. C'est des nombres rationnels qui ont développement binaire fini. On peut aussi adjoindre 3 huitièmes. C'est encore plus sympathique, ça. Pourquoi adjoindre 1 sur quelque chose? Vous pouvez aussi adjoindre 3 huitièmes. Comme ça, on peut construire plein d'anneaux intéressants d'un anneau donné. Et bon, les possibilités sont illimitées, bien entendu. Voilà, ça c'est la première construction importante de nouvel anneau. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non, bon, on va s'arrêter là.